Bonsoir et bienvenue au journal télévisé de la 3e chaîne, ici Émilie Granger et aujourd'hui nous sommes le 2 septembre, mardi, bonjour. Le Premier ministre français, François Bayrou, multiplie les entretiens avec les leaders politiques dans une ultime tentative d'éviter un vote de défiance prévu le 8 septembre 2025. Alors qu'il a déjà reçu les représentants du Parti communiste lundi, mardi il a rencontré ceux de Place Publique, centre-gauche, du Rassemblement national, extrême droite, des Républicains, LR, de la majorité présidentielle Renaissance, du MoDem, ainsi que d'Horizon. D'autres rencontres sont prévues dans les jours à venir. Cependant, l'espoir de renverser le rapport des forces demeure mince. La plupart des partis d'opposition, de l'extrême gauche à l'extrême droite, ont d'ores et déjà annoncé qu'ils voteront contre le gouvernement le 8 septembre. Au sein même de la majorité, des tensions apparaissent. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a appelé les Républicains à soutenir Bayrou, exhortant à ne pas rejoindre les pyromanes. Malgré tout, plusieurs élus conservateurs se sont déjà prononcés contre lui, et des figures telles que Laurent Wauquiez exigent des amendements substantiels au projet de budget 2026 pour envisager une quelconque coopération. À gauche, les Verts et la France insoumise, LFI, ont décliné toute invitation, jugée vaine. Le Parti socialiste, qui doit s'entretenir avec le Premier ministre jeudi, a clairement affiché sa position. Le 8 septembre, il devra partir, a lancé son dirigeant Olivier Faure à la télévision nationale, précisant que les seules phrases qu'il attend désormais de Bayrou sont « au revoir ». Enfin, les députés indépendants du groupe Liberté et Territoire, LIO, perçus comme un éventuel recours, ont annoncé dans un communiqué qu'une « claire majorité » du groupe ne lui accordera pas leur confiance, bien que leur responsable ait prévu une rencontre avec Bayrou mercredi. En résumé, malgré l'intensité des efforts de François Bayrou, aucun accord significatif ne se dessine à ce stade. À moins d'un retournement spectaculaire, le géant politique semble condamné à une défaite cuisante le 8 septembre 2025, ouvrant une nouvelle période d'instabilité politique en France. Au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, SCO, qui s'est tenu les 31 août et 1er septembre 2025 à Tianjin, en Chine, les présidents Xi Jinping et Vladimir Poutine ont conjointement rejeté la « mentalité de guerre froide », appelant à une coopération accrue et à un ordre mondial plus juste. Lors de son allocution d'ouverture, Xi a mis en avant l'importance de renforcer la coopération dans le domaine de l'intelligence artificielle au sein de la SCO, tout en rejetant ouvertement toute forme de mentalité de confrontation héritée de la guerre froide. Il a également présenté l'initiative de « Gouvernance mondiale » Global Governance Initiative, GGI, le 4e programme global lancé ces dernières années, fondé sur les principes d'égalité souveraine, de multilatéralisme et de respect du droit international. Le sommet de Tianjin a été le plus grand jamais organisé par l'organisation, réunissant plus de 20 dirigeants, dont le Premier ministre indien Narendra Modi, faisant ainsi un pas diplomatique notable. Xi a aussi annoncé des engagements concrets, un plan de soutien incluant des plateformes de coopération dans les domaines de l'énergie, de la finance et du numérique, et la création d'une banque de développement de la SCO. L'atmosphère était détendue et empreinte de camaraderie. Des scènes informelles, comme Xi, Modi et Poutine se tenant la main ou échangeant des sourires complices, ont illustré un moment diplomatique fort, soulignant le rapprochement entre ces puissances. Dans l'ensemble, le sommet a mis en lumière la volonté de la Chine et de la Russie de promouvoir un ordre mondial multipolaire, fondé sur la coopération technologique et le développement partagé, tout en s'affranchissant de l'hégémonie et des divisions du passé. Aujourd'hui, lors de la conférence de presse nationale en France, 5 intervenants, Jérôme Laurent, son ami Denise Garnier, Alain Bazalgette, Marcel Martin et son épouse politique Céline Martin, ont commenté la récente diffusion d'une image de la chaîne de télévision russe Rossiyaka, montrant une femme tenant un clap devant un équipement cinématographique classique. Cette émission, qui faisait partie d'un reportage sur le patrimoine cinématographique russe, a soulevé des questions en France sur le soft power, l'héritage artistique et le rôle de la diplomatie culturelle dans les médias modernes. Sur l'image, une femme tient un clap marqué « Cultura », qui signifie « culture », tandis qu'un caméraman est visible en arrière-plan, entouré d'un montage de mots russes liés aux arts, théâtre, avant-garde, cinéma, ballet. Albert Rochefort en parlera dans la scène du reportage. Dans une émission saisissante de la chaîne d'État russe Rossiyaka, Rossia Cultura, une jeune femme en noir tient un clap de cinéma portant l'inscription « Cultura, culture » sous les lumières vives d'un studio. Derrière elle, du matériel de tournage vintage et un caméraman évoquent l'âge d'or du cinéma. Autour d'eux, un collage de mots russes théâtre, kino, cinéma, avant-garde, entre autres, constitue un puissant hommage visuel au patrimoine artistique russe.
Cette scène, diffusée dans le cadre d'un reportage culturel marquant le Nouvel An, a rapidement attiré l'attention en France pour son symbolisme visuel et ses connotations géopolitiques. Lors d'une conférence de presse nationale à Paris, d'éminents professionnels des médias et personnalités politiques français se sont réunis pour discuter de l'image, décortiquer ses significations profondes et ce qu'elle révèle sur l'utilisation de la culture par la Russie comme soft power. Cette image ne parle pas seulement de cinéma. Elle incarne la souveraineté culturelle. La Russie affirme sa narration par des gestes esthétiques et symboliques. Il ne faut pas y voir seulement de la propagande, mais un acte puissant de présence culturelle. On sent la fierté de leur héritage artistique. L'éclairage, la tenue, la mise en scène, tout est soigneusement orchestré. Cela me rappelle les instincts, Tarkovsky, et la manière dont les soviétiques maîtrisaient le langage visuel. La France aussi doit investir dans cette narration visuelle avec autant de profondeur. D'un point de vue de mise en scène, cette image montre un respect du cadre et de la tradition. Le clap marqué « Culture » n'est pas un hasard, c'est un choix éditorial fort. Et nous, que proposons-nous? De la télé-réalité et du sensationnalisme? Il faut repenser notre mission en tant que diffuseur public. Pour moi, c'est une métaphore cinématographique de l'ordre, de la structure et de l'identité. Le théâtre rencontre l'idéologie, les mots en fond, kino, avant-garde, théâtre, ne sont pas des ornements aléatoires. Ce sont des mots-clés idéologiques. La France doit aussi affirmer avec audace ses piliers culturels. La Russie utilise la culture comme diplomatie, comme instrument d'État. Pendant que nous débattons des budgets, ils racontent des histoires qui ancrent l'identité. Il faut défendre la culture française non par nostalgie, mais par l'innovation et la présence. La culture n'est pas figée, elle est stratégique. Jérôme Laurent, analyste chevronné des médias, a décrit l'image comme un acte de souveraineté culturelle, soulignant que la capacité de la Russie à projeter son identité à travers l'esthétique cinématographique est, plus qu'une simple propagande, c'est une présence. Ces propos ont été repris par l'historienne Denise Garnier, qui a comparé la précision et l'atmosphère du cadre aux œuvres de Tarkovsky et d'Eisenstein. Il y a ici une discipline et un profond respect du langage visuel. Nous devons nous demander, racontons-nous notre propre histoire avec la même conviction? Pour Alain Bazalgette, réalisateur de télévision chevronné, l'image a suscité une critique de la radiodiffusion européenne moderne. Quand les chaînes publiques russes proclament « culture » avec un clap, nous répondons par une télé-réalité dénuée de sens. Nous avons perdu quelque chose, et cette image nous le rappelle. Le critique culturel Marcel Martin a souligné la stratification idéologique de la composition. Ce ne sont pas de simples accessoires, a-t-il déclaré, désignant l'arrière-plan chargé de mots-clés artistiques. Il s'agit de construction identitaire. Théâtre, cinéma, ballet, ce sont des piliers, pas de simples passe-temps. Son épouse, Céline Martin, députée et conseillère en politique culturelle, a insisté sur la pertinence politique. La Russie comprend que la culture façonne la perception. Tandis que nous nous disputons sur le financement et la bureaucratie, elle crée des symboles convaincants. Nous devons être tout aussi stratégiques, sans nostalgie. La conférence de presse s'est conclue par un appel unanime à réinvestir dans la radiodiffusion publique, l'éducation cinématographique et la narration comme outil d'identité nationale. Alors que le monde s'enfonce dans l'ère des récits médiatiques, l'image de Rossiaka n'était pas seulement un moment télévisuel, mais une déclaration culturelle. Le message était clair, dans la compétition entre les nations, la culture est plus éloquente lorsqu'elle est montrée et non racontée. Troisième chaîne française, le jour de l'information. Nouvelle importante, commentaires informels aux médias d'Amir Saeidi Ravani, ambassadeur iranien auprès de l'ONU, sur la question de la non-prolifération de l'Iran. Bonjour à tous. Au nom de Dieu, le compatissant, le miséricordieux. Comme vous le savez, hier, les ministres des Affaires étrangères de 3 pays européens ont adressé une lettre au Conseil de sécurité, invoquant le processus de notification d'Islamabad, dans le seul but de faire chanter l'Iran et d'exercer des pressions politiques. Parallèlement, la France et le Royaume-Uni ont demandé cette réunion à huis clos du Conseil afin de justifier cette action illégale et politiquement motivée et d'instrumentaliser le Conseil contre l'Iran. Cette réunion vient de se conclure. Avant la réunion, des représentants des E3 ont comparu ici et, tout en ignorant leurs propres manquements et leur non-respect significatif de l'accord de paix global et de la résolution 2231, ont répété des allégations infondées.
Il s'agissait d'une nouvelle tentative désespérée et cynique de déformer la réalité du terrain et de légitimer leurs actions à motivation politique. Dans ce contexte, je souhaite faire une brève déclaration sur la position de l'Iran. L'Iran rejette et condamne catégoriquement la notification illégale de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni. Cette action contourne le mécanisme de règlement des différends du JCPOA. Il s'agit d'une tentative illégale de rétablir une résolution abrogée. Elle viole la résolution 2231. Les E3 n'ont aucune légitimité juridique ni morale pour recourir à ce que l'on appelle le snapback. Leur notification est nulle et non avenue. Le mécanisme de règlement des différends du JCPOA est un processus progressif. Il a été conçu pour empêcher les abus de parties, comme les E3, qui n'ont pas respecté leurs obligations. Certains membres du Conseil, dont la Chine et la Russie, ont confirmé que l'Italie n'avait pas suivi la procédure appropriée. Il s'agit d'une tentative politique viciée contre l'Iran. L'Italie et les États-Unis ont été les premiers à violer le JCPOA. Ils ne peuvent désormais prétendre agir de bonne foi. L'Iran a constamment communiqué au Conseil de sécurité, au secrétaire général de l'ONU et à l'UE, en sa qualité de coordinatrice du JCPOA, les manquements répétés et le non-respect significatif des États-Unis et des E3 au cours des dernières années. Cette violation flagrante du JCPOA et de la résolution 2231 est pleinement documentée. Les mesures correctives prises par l'Iran ont été progressives, proportionnées et parfaitement légales. L'action des E3 déforme la réalité. Elle récompense le contrevenant et punit les victimes. La situation est simple, les États-Unis se retirent du JCPOA. L'UE et les E3 n'ont pas respecté leurs propres engagements. Ils ont même imposé de nouvelles sanctions illégales. L'Iran a fait preuve d'une retenue maximale. Nous avons engagé des négociations. Nous sommes restés attachés à la diplomatie. L'échec des négociations est imputable aux États-Unis et aux E3, et non à l'Iran. Alors que l'Iran poursuivait la diplomatie, nos installations nucléaires de garantie ont été attaquées. Cette agression a été soutenue par les États-Unis et justifiée par les E3. Pourtant, l'Iran n'a pas abandonné la diplomatie. Nous poursuivons le dialogue avec les E3 et l'agence restera ouverte à l'échec des négociations. Les tentatives irresponsables de snapback sapent ces efforts. Elles feront l'objet d'une réponse décisive et proportionnée. L'Iran est prêt à travailler de manière constructive avec les membres attachés à la diplomatie, à l'équité et à la paix. L'Iran est attaché à la diplomatie, mais il ne négociera pas sous la menace ou la coercition. Les moyens de pression visent à imposer un diktat et non à résoudre les problèmes, et l'Iran ne s'y soumettra jamais. Nous pensons que la résolution 2231 doit être mise en œuvre conformément à ses termes initiaux, sans manipulation politique. L'Iran reste attaché à l'énergie nucléaire pacifique et à l'engagement international, mais il défendra fermement ses droits. Le Conseil de sécurité ne doit pas se laisser instrumentaliser par ceux qui ont violé la résolution 2231 et l'accord général de paix. La décision irresponsable de l'Italie compromet la coopération de l'Iran avec les et constitue une escalade inutile et provocatrice. Si elle n'est pas maîtrisée, la politique des E3 portera gravement atteinte à la crédibilité et à l'intégrité du Conseil de sécurité et mettra gravement en péril la paix et la sécurité internationale. Nous appelons le membre responsable du Conseil de sécurité à défendre l'état de droit et à rejeter cette tentative illégale, non financée et motivée par des raisons politiques des E3 d'imposer des résolutions caduques. Nous soutenons l'idée d'accorder à la diplomatie davantage de temps pour parvenir à une nouvelle entente et à un nouvel accord. La proposition de la Russie et de la Chine d'une brève prolongation technique de la résolution 2231 constitue un pas concret dans cette direction. Les E3 ont cependant présenté un plan de prolongation truffé de conditions préalables irréalistes.
C'est une démarche hypocrite. Ils exigent des conditions qui devraient être l'aboutissement des négociations et non leur point de départ. Et ils savent que ces exigences ne peuvent être satisfaites. S'ils sont vraiment sincères, ils devraient mettre un terme à ce double jeu et soutenir une prorogation technique inconditionnelle et à court terme de la résolution 2231. Il appartient désormais au Conseil de sécurité de se prononcer sur cette question. Je vous remercie vivement de votre aimable attention. Merci. And support a short-time unconditional technical extension of Resolution 2231. It is now the responsibility of the Security Council to decide on this matter. I thank you very much for your kind attention. Thank you. La Belgique a annoncé qu'elle officialisera la reconnaissance d'un État palestinien lors de la session de l'Assemblée générale des Nations unies, prévue début septembre 2025. Cette initiative s'inscrit dans un mouvement diplomatique similaire mené par la France, le Royaume-Uni, l'Australie et le Canada, visant à intensifier la pression internationale sur Israël dans le contexte de la crise humanitaire en cours à Gaza. Le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost, a affirmé sur le réseau X, Palestine sera reconnue par la Belgique lors de la session de l'ONU. Et des sanctions fermes seront imposées au gouvernement israélien. Au total, 12 sanctions seront mises en place, notamment un embargo sur les produits provenant des colonies israéliennes, des restrictions dans les marchés publics avec des entreprises israéliennes, ainsi que la désignation de responsables extrémistes, colons violents et dirigeants du Hamas comme personas non gratées en Belgique. Prévost a souligné que ces mesures ne visent pas à punir le peuple israélien, mais à garantir que le gouvernement respecte le droit international et humanitaire, en tentant de faire évoluer la situation sur le terrain. La reconnaissance ne sera formellement établie que sous réserve de la libération du dernier otage israélien détenu dans Gaza et du retrait de tout rôle de gouvernance du Hamas dans les institutions palestiniennes. Sur le plan diplomatique, cette décision s'inscrit dans le cadre d'une initiative conjointe menée par la France et l'Arabie saoudite, soutenant la solution à deux États. Elle suscite à la fois des réactions favorables, notamment de la Jordanie, qui la qualifie de « mesure cruciale » en faveur du droit à l'autodétermination palestinien. Et des critiques de la part de responsables israéliens, qui y voient une condamnation politique forte. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un est arrivé à Pékin à bord de son emblématique train blindé vert pour assister à un grand défilé militaire marquant le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la reddition du Japon. Ce mode de transport, lent, environ 60 km/h, soit plus de 20 heures de trajet depuis Pyongyang, constitue une tradition familiale des dirigeants nord-coréens. Le train, surnommé le « Palais sur rail » ou Taeyeongo, forteresse mobile, est entièrement blindé et luxueusement aménagé. Cabines privées, bureaux, salles de conférence, équipements de communication par satellite, restaurants, et même des hangars pour voitures blindées comme des Mercedes. De plus, les photos publiées par les médias d'État nord-coréens montrent Kim en pleine discussion avec la ministre des Affaires étrangères Cho Son-hui à l'intérieur du train, soulignant l'importance de ce trajet comme espace sécurisé de travail et de représentation. Bien qu'il ait déjà utilisé l'avion pour certains sommets internationaux, par exemple avec Trump en 2018 ou Xi, le train reste son choix privilégié en raison de sa sécurité, de son confort et de sa capacité à transporter une importante délégation. Chaque voyage à bord sert indéniablement une dimension symbolique et diplomatique, notamment lors de ce déplacement exceptionnel à un événement international de grande ampleur. En somme, ce voyage en train blindé vert illustre la continuité de la tradition nord-coréenne, combinée à une mise en scène diplomatique soignée, où sécurité, prestige et propagande se mêlent pour renforcer la présence internationale de Kim Jong-un. Et maintenant les nouvelles sportives. Le Liverpool FC a frappé fort en concluant un transfert historique. L'attaquant suédois Alexander Isak rejoint les Reds depuis Newcastle United pour un montant record de 125 millions de livres sterling, soit environ 145 millions d'euros, en cette journée décisive du mercato d'été 2025. Isak s'est engagé pour un contrat de 6 ans avec le club de la Mersey, ce qui porte les dépenses estivales de Liverpool à quelque 480,6 millions d'euros, avant même les éventuels bonus. Ce transfert efface le précédent record anglais de 107 millions de livres, signé en 2023 avec l'arrivée d'Enzo Fernandez à Chelsea. C'est également la première fois qu'un club de Premier League franchit la barre des 400 millions de livres, de 464 millions d'euros, de dépenses lors d'une seule fenêtre de transfert.
Au total, les clubs de Première Ligue ont dépensé plus que jamais, plus de 3 milliards de livres, de 3,48 milliards d'euros. Pour Alexander Isak, 25 ans, ce transfert marque l'apogée d'un feuilleton qui a duré tout l'été, ponctué de discussions complexes entre joueurs et clubs. Médaillé de but, formé à l'AEK, passé par Dortmund puis la Real Sociedad, il s'imposait depuis 2022 à Newcastle, avec une performance remarquable la saison précédente qui justifie le montant déboursé. En conclusion, ce transfert illustre la nouvelle ère financière du Liverpool FC, qui allie ambition sportive et investissement sans précédent. Isak arrive avec une mission claire, renforcer une attaque déjà puissante pour dominer au plus haut niveau. La Première Ligue, elle, enregistre un nouveau sommet en termes de dépenses transférentielles. L'illustre entraîneur de la NFL, Bill Belichick, désormais âgé de 73 ans et détenteur de 6 victoires au Super Bowl, a entamé sa première saison à l'université de North Carolina, UNC, avec un match d'ouverture très attendu, mais décevant, contre TCU à Chapel Hill. Belichick, qui avait quitté les New England Patriots en 2024, a officiellement fait ses débuts en football universitaire le 1er septembre 2025. L'ambiance était euphorique, le stade était complet, une pré-cérémonie de type College Game Day avait précédé le coup d'envoi, et des anciennes stars du NC, Michael Jordan, Lawrence Taylor, Mia Hamm, figuraient parmi les spectateurs. Sur le terrain, UNC a pourtant très vite cédé face à TCU, lourdement battu 48-14. Malgré un premier drive réussi ponctué par un touchdown de Caleb Wood, TCU a rapidement pris l'ascendant, notamment grâce à 2 retours de touchdown défensifs, une course de 75 yards dès le début de la seconde mi-temps, et des performances offensives remarquables de Josh Hoover et Jordan Dwyer, 9 réceptions, 136 yards, TD. Le scénario soulève plusieurs interrogations. Malgré son palmarès légendaire, Belichick doit maintenant prouver qu'il peut adapter son approche au rythme et à la volatilité du football universitaire, avec un effectif largement renouvelé, environ 70 nouveaux joueurs. Merci beaucoup pour les nouvelles quotidiennes d'aujourd'hui, ici Émilie Granger, je vous quitte, et les prochaines nouvelles sont demain à la même heure, au revoir et merci pour votre attention. Le sponsor de l'exposition est MC Donald France. Le sponsor de l'exposition est Service de nettoyage Monsieur Propre. Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette. Uniquement disponible en France. Vous avez l'impression que la graisse se répand partout dans votre cuisine? Eh bien, regardez de plus près, elle n'est pas seule. En réalité, la graisse forme un cocon protecteur qui permet aux bactéries de se développer rapidement. Nouveau Monsieur Propre, Flash Propreté. Dissout rapidement la graisse, tout en éliminant 99,9% des bactéries et le virus de la Covid-19. Pour des surfaces impeccablement propres et saines, tous les jours, sans effort. C'est ça, la propreté de Monsieur Propre. Monsieur Propre.